Qui suis-je personnellement? Et est-ce que je suis assez crédible pour vous parler? Est-ce que j'ai assez de compétences pour vous partager? Parce que les gens ont besoin d'être guidés par une personne à qui ils ont confiance, à qui ils savent, qu'il sait là où il est en train de les ramener. Parce que personne d'entre nous, en tout cas, n'essayera jamais de monter dans un avion d'un pilote qui ignore complètement comment sortir des gommes à Kinshasa. Vous voyez? Donc, les gens montent dans un avion d'un pilote qui sait réellement ce qu'il fait, qui sait, qui a de l'expérience et qui sait où amener les gens, carrément. Voilà pourquoi je vais me présenter un peu rapidement, pour que vous puissiez savoir qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas. En vrai, moi c'est Messi Hero USD. Je suis trader indépendant depuis 2020. La chance, vous la connaissez. Je suis beaucoup plus spécialisé sur les marchés du Forex. Parce que j'ai traité ces marchés, ça fait plusieurs années déjà. Et j'ai également eu la chance d'être invité au Rwanda par Derive lui-même pour un peu pour une conférence que Derive a organisée en 2020. Donc bref, j'en suis pas genre un débutant qui a commencé le mois dernier. J'ai plusieurs expériences, j'ai vu beaucoup de choses dans ce marché qui est le trading ainsi que la crypto. Donc je suis là entre les bonnes personnes, entre les bonnes mains, vous êtes avec quelqu'un qui a vraiment de l'expérience et qui sait vraiment là où il va vous amener. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, ça c'est une formation et pas un discours. Donc vous avez le droit de m'arrêter, de poser des questions là où vous ne comprenez pas, vous me dites que bro, ici j'ai pas compris, essayez de me réexpliquer. Et c'est ce qu'on va essayer de faire tout au long de cette formation. Question. Alors, directement, qu'allons-nous apprendre tout au long de cette magnifique formation? Je pense que c'est la question que beaucoup se demandent. Qu'est-ce que nous allons apprendre? Qu'allons-nous gagner? Qu'allons-nous vraiment apprendre? Est-ce que nous allons vraiment... qu'allons-nous vraiment apprendre? Parce que cette formation, elle est gratuite, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans? Premièrement, on va commencer avec l'introduction aux crypto et à la blockchain. Là, on va voir c'est quoi la crypto-monnaie, c'est quoi les blockchains, pourquoi les cryptos ont été créés, ses origines et tout ça. Puis on va voir l'historique ainsi que le principal crypto-monnaie. Là, on va essayer de rentrer dans les profondeurs du Bitcoin, de l'Ethereum, de Binance Smart Chain. Donc bref, on va essayer d'étudier le principal crypto-monnaie et comment est-ce qu'elle fonctionne, quelle est la solution que apportent vraiment les crypto-monnaies sur les marchés. Après, on va voir les différentes façons de gagner grâce à la crypto. Avec ces différentes façons de gagner grâce à la crypto, là, on va voir des choses comme le staking, les holdings, bref, toute le principale méthode pour gagner grâce à la crypto pour tout type d'investisseur. Right? Dis-moi d'abord, est-ce que le son est toujours bon? Est-ce que vous arrivez à me capter? Faites-le moi savoir dans les chats. Comme ça, que je ne puisse pas parler dans le désert quand même. Ok, super, merci beaucoup pour votre attention. Alors, après, maintenant, pour le cinquième point, on va se devoir la sécurité et risques liés aux crypto-monnaies. Puisque ça ne sert à rien carrément d'avoir des cryptos dans son portefeuille si elles ne sont pas sécurisées. J'ai personnellement un pote à moi qui avait perdu 70 000 dollars juste parce qu'il avait oublié ses 12 mots de récupération. Donc vraiment, la sécurité de vos crypto-monnaies sont très importants. Les gars, il avait perdu ses 12 mots de récupération et aujourd'hui, son argent est toujours dans son portefeuille. Vu que la crypto, la blockchain, c'est public, on peut voir. Mais il ne peut pas y accéder puisqu'il a déjà perdu ses 12 mots. Voilà pourquoi on va vous montrer dans ce chapitre-là comment sécuriser ces cryptos et quels sont les risques qui sont liés aux crypto-monnaies. Parce que la crypto, c'est pas que gagner, gagner, gagner. Si vous lancez de la mauvaise manière, sans formation, sans information, sans compétences, carrément, c'est ça que vous allez sûrement, que vous pouvez rentrer dans des mauvais deals, vous investissez sur des mauvais ICO, et là, ça peut vous faire perdre beaucoup, beaucoup d'argent carrément. Alors, il y a maintenant la méthode. Comment maintenant, on va maintenant vous montrer, donc, de façon brève et synthétique, comment maintenant investir de façon maligne, puisqu'il y a
certes, il faut savoir que là où il y a l'argent, il y a aussi l'arnaque. Donc il y a toujours eu deux paires. Là où il y a l'argent, il y a également l'arnaque. Il faut savoir qu'il y a certains projets crypto qui, de base, sont des projets crypto scam. Alors, vous devez savoir comment les identifier, comment les repérer et pour, pour en fait éviter de perdre. Voilà, tout au long de cette formation, c'est ce qu'on va essayer de vous expliquer. Maintenant, pour le module numéro 7, il y aura un bonus. On va vous montrer étape par étape comment créer sa propre crypto-monnaie. Où on va voir, dans le but là, ça ne sera pas que, ça sera fait de vous montrer pas à pas comment ça se passe, quelles sont les méthodes utilisées, comment on les fait, sur quel blockchain carrément. Donc bref, on va vous montrer tout cela pour que vous puissiez comprendre que n'importe qui peut créer une crypto-monnaie et que vous ne devez pas investir sur n'importe quel type de crypto-monnaie puisqu'il y a des arnaques de crypto-monnaie et que moi, par exemple, je peux me réveiller un jour et créer ma propre crypto-monnaie seulement moins de 5 minutes. C'est rapide. Il suffit seulement d'avoir quelques BNB et ça passe directement. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe, comment est-ce que c'est facile de le faire. Comme ça, avec cela, vous comprendrez, ah ok, donc tout projet crypto qu'on me présente n'est pas forcément crédible. Right? Ok. Comment vous trouvez les plans? Est-ce qu'il est vraiment complet? Est-ce qu'il y a des choses à ajouter, à apprendre? Mais tout au long de la formation, j'espère que vous allez en tout cas avoir une idée de ce qu'on voudra vous partager. Parce que je vous rassure qu'à la fin de cette formation, vous saurez comment, qu'est-ce que c'est les crypto-monnaies, c'est quoi la blockchain, les différents types de blockchain, comment la crypto elle fonctionne, pourquoi elle a été créée, quels sont les domaines sur lesquels la crypto intervient et comment elle peut nous être utile dans tout notre quotidien. Donc bref, ça sera un tonne d'informations. Si vous avez un petit notebook, prenez-le, prenez des notes. Puisque là, ça sera un marque d'information et vous devez vous rassurer de vous rappeler de tout. Puisque ça sera comme un enchaînement logique. Pour comprendre peut-être la partie de, il faudra comprendre la première partie, etc. Donc, prenez soin de vous, prenez des notes, faites tout ce qu'il faut pour être concentré. Éteignez votre téléphone si possible. Puisqu'il faut une concentration pour pouvoir comprendre tout ce qui va se passer ici. Right? Donc, soyez vraiment très concentré. Bref, tout ce que je voulais dire. Maintenant, c'est ici où il y a maintenant la chose la plus importante ici. Quand on parle de crypto, on peut parler de crypto-monnaie sans pour autant parler de la banque. Puisque la crypto-monnaie en soi, c'est la crypto et la monnaie, donc c'est l'argent. Et vous devez comprendre pourquoi est-ce que la crypto, le Bitcoin en soi a été créé. C'est le plus important à comprendre premièrement. Right? Le truc, c'est qu'il faut comprendre, c'est que il y a ce qu'on appelle un système de réserve fractionné. Comment ce système de réserve fractionné fonctionne? C'est que quand vous déposez votre argent à la banque, pour par exemple, si vous déposez 10 dollars à la banque, par exemple, si vous déposez 10 dollars à la banque peut prendre ces 10 dollars là-bas, le déposer à la banque centrale. Donc là je parle de la banque, des banques commerciales. Le banque commerciale prend ces 10 dollars là-bas et le dépose à la banque centrale. Et la banque centrale les autorise à prêter 10 fois plus que l'argent que vous avez déposé dans votre compte. Mais où est le problème? Je vais vous l'expliquer carrément où sera le problème. Puisque, donc à chaque 100 dollars déposés à la banque a le droit de prêter 1000 dollars. De l'argent virtuel qui n'existe vraiment pas. Ok? Maintenant, ça, on va y revenir un peu plus tard et vous allez très bien comprendre. Maintenant, on va un peu expliquer la crise de subprime. La crise de subprime, comment est-ce qu'elle s'est passée quand? Elle s'est passée sûrement en 2008. En 2008, quand il y a eu la crise économique, bon, tout le monde en sait, en tout cas la plupart des gens savent ce que c'est, la crise économique de 2008. Cette crise économique de 2008, comment est-ce qu'elle s'est passée? Il y avait des gens, la banque déjà, elle s'est dit, ok, qui ne paie pas ses dettes? Tout le monde paie ses dettes. Et si on ne paie pas ses dettes, on a les collatérales, on peut vendre, disons, la contrepartie que le client nous a donné et récupérer notre argent. Alors, qu'a font les banques? Les banques ont diminué les taux d'intérêt, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe.
lorsque les banques non, lorsque la banque centrale fait que les gens puissent se prêter de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Ils, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont diminuer les taux directeurs pour que les gens puissent s'en prêter de l'argent et peut-être investir dans l'immobilier. Maintenant, cette crise de subprime en 2008, les banques s'étaient dit, ok, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de d'appeler les gens pour qu'ils puissent venir se prêter de l'argent à la banque et après, uniquement s'ils vont acheter de l'immobilier. Vous voyez? Alors, le banque s'était dit, si la personne n'arrive pas à payer à rembourser sa dette, là, qu'est-ce qu'on va faire? Il nous suffira seulement de vendre la maison et de récupérer notre cash. Dites que là, tout allait bien. Mais il est arrivé un problème. Le problème, c'est que tout le monde voulait se prêter de l'argent. Il y a des gens qui se prêtaient de l'argent avec des fausses identités, des noms qui n'existent même pas. Bref, c'était un désordre total en 2008. Et là, le banque s'était retrouvé avec beaucoup de maisons, right? Beaucoup de maisons qu'il fallait liquider. Et carrément, le marché de l'immobilier a complètement chuté. Et comme vous le savez, le marché de l'immobilier, c'est l'un des grands marchés. S'il s'effondre, carrément, toute l'économie va s'effondrer. Alors, puisque les gens à la banque, déjà, les gens qui déposaient leur argent à la banque, à un moment donné, ils avaient besoin de retirer ça. Mais il n'y avait pas de l'argent carrément, puisque la banque carrément, il avait presque tout prêté. Vous voyez? Donc, vous déposez de l'argent réel, on vous fait des papiers qui... On vous fait de l'argent qui n'existe même pas. Puisqu'il suffit seulement euh, de l'écrire électroniquement. Et vous avez votre cash. Alors, le problème là, c'est que, après ce moment là-bas, les gens s'étaient rendu compte que ils déposaient, c'est vrai, de l'argent à la banque, mais il y avait des crises économiques où les gens ne pouvaient pas retirer leur argent puisque c'était géré par un organisme central. Donc là, c'était vraiment un très grand problème. Puisque les gens, à un moment donné, ils ont besoin de retirer leur argent. S'il n'y en a pas, carrément, c'est devenu un peu compliqué pour certaines personnes. Alors, voilà même pourquoi est-ce que le Bitcoin avait été créé, dans le sens de créer une monnaie qui est digitale, une monnaie qui n'est pas liée à, qui n'est liée à aucun organisme central. En quelque sorte. Maintenant, il y a ce qu'on appelle maintenant les cypherpunks. C'est un groupe des activistes avec objectif de protéger la vie privée, la liberté de communiquer et la liberté d'envoyer de l'argent. Donc bref, ces cypherpunks là-bas, et c'était des gens qui étaient contre les systèmes bancaires, contre les systèmes que... Ou, parce que c'est injuste. C'est juste le fait que la banque, normalement, lui, il prête l'argent même qu'il n'a pas. Parce que si tout le monde venait récupérer tout l'argent à la banque, carrément, euh, la banque ne saurait pas. Voilà pourquoi dans votre compte courant, vous ne pouvez pas retirer tout l'argent qui est là-bas. Parce que cet argent-là, lui, il n'existe pas, en quelque sorte. Vous voyez? Alors, ce qui veut dire que si aujourd'hui votre banque fermait ses portes, carrément, vous aurez perdu toutes vos économies. Alors, c'est dans cette optique-là que le Bitcoin avait été créé en cette même année, là-bas de 2008. En cette même année là-bas de 2008, le Bitcoin a été créé par un certain Satoshi Nakamoto. Et donc le Bitcoin, donc le livre blanc avait été publié en 2008, mais le Bitcoin a été public à partir de 2009. Donc c'est là en tout cas que où les gens ont commencé à en savoir plus sur le Bitcoin. Mais on va justement en revenir plus tard. En vrai, cette petite histoire là-bas a été très importante pour que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que le Bitcoin avait été créé. Donc en vrai, les gens avaient seulement peur. Ils avaient peur qu'un jour, ils puissent déposer l'argent dans leur compte bancaire et que le lendemain, tous les économies que tu as pu économiser dans 10 ans, 50 ans, que tout cela puisse s'écrouler complètement comme ça, puisqu'il y a de l'inflation et tout ce qui va avec. Alors que l'inflation, lui, n'existe jamais sur le Bitcoin. Maintenant, c'est quoi une crypto-monnaie? Une crypto-monnaie, la crypto, normalement, il est divisé en deux mots. Il y a la crypto et la monnaie. La crypto,
vient d'une chose qu'on appelle la cryptographie. En vrai, c'est l'art de chiffrer les informations pour le rendre intelligible. Donc, de telle façon que, par exemple, si je vais envoyer une information à une personne, qu'est-ce que je vais faire? La personne là-bas, je lui envoie par exemple une information, une lettre, et cette personne, c'est lui seul qui a la clé pour déchiffrer cette information-là. Donc, on va, c'est le même système avec la cryptographie. C'est la science qui utilise la crypto, parce que c'est une science mathématique comme ça, qui est intelligible. Donc, personne ne peut le pirater, et ça peut être uniquement décodé par la personne qui a le code de décryptage. Donc, ça, en fait, la cryptographie. Et maintenant, c'est un système mathématique complexe que utilise aussi Bitcoin. Maintenant, il y a la deuxième partie qui est la partie de la monnaie. Et la monnaie, c'est carrément l'argent. Donc, la crypto-monnaie, c'est en vrai la cryptographie et la monnaie en soi. Vu que la crypto-monnaie, en vrai, c'est basé beaucoup plus sur l'informatique. Donc, c'est une monnaie Internet, une monnaie qui est digitale en quelque sorte. Right? Donc, en vrai, la monnaie numérique, c'est ce qui permet d'effectuer des transactions de personne à personne sans un organisme central ou un tiers de confiance et qui utilise la technologie blockchain pour effectuer des transactions incorruptibles et immuables. Donc, en bref, comment cela va se passer? Vous, par exemple, quand vous effectuez votre opération quand vous payez avec votre compte, votre carte bancaire, par exemple, ok, je vais essayer de vous l'expliquer ici. La crypto, elle est créée pour faire pour répondre à un problème donné. Donc, chaque crypto qui sera sur le marché, la crypto-monnaie qui est créée, c'est comme une entreprise. Elle répond à un problème donné, elle a ses objectifs, elle a ses visions, sa mission. Donc, bref, on va étudier les principales crypto-monnaies et leurs différentes cas d'utilisation. Puis, on va voir maintenant les différentes façons de gagner grâce à la crypto-monnaie. C'est ici maintenant, on va rentrer vraiment dans le fond, de la DeFi, le staking, le holding, le minage, tout ça. On va essayer de voir quelles sont les différentes façons de gagner grâce à la crypto-monnaie, puisqu'il y en a vraiment plusieurs. Après, on va voir la sécurité et risque liés aux crypto-monnaies. Comment sécuriser ses fonds, comment sécuriser son portefeuille, comment ne pas se faire avoir. Puisque quand il y a de bons projets crypto-monnaies qui peuvent facilement te faire gagner de l'argent, il y a également des projets arnaques. Donc il y a des projets qui ont été créés de façon arnaque, donc des projets qui ne valent vraiment rien du tout. Alors on va voir tout simplement dans cette formation comment éviter tout cela. Mais également ici, à la 6e point, on va maintenant voir comment donc, les critères importants pour investir de façon maligne dans une crypto-monnaie. Les critères effectivement, personnellement, je vois quand je veux investir sur une crypto-monnaie, comment j'analyse, comment je fais, etc., etc. Donc, ça sera ça l'idée en question. Maintenant, il y aura un 7e point qui sera quoi le bonus pour vous expliquer comment créer sa propre crypto-monnaie. Puisque dans ce bonus ici, je vous montrerai également que si on peut faire ça, donc je vous expliquerai que c'est très facile de créer une crypto-monnaie pour vous montrer que tout le monde peut créer une crypto et que toutes les cryptos que vous voyez ne sont pas sûrement de très bons cryptos, qu'il y a des arnaques, qu'il y a des cryptos qui ne valent absolument rien du tout, des cryptos qui sont là juste pour arnaquer les gens. Donc, quelqu'un crée une crypto-monnaie, je vous invite à acheter des pièces, vous achetez des pièces, la valeur monte. Mais quand la valeur monte, le gars lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre cette crypto-monnaie et récupérer toute la liquidité qui a été injectée dedans. Oui. Donc, en bref, je vous montrerai comment éviter tous ces types d'arnaques là-bas. Maintenant, on a maintenant parlé un peu de l'origine, on a parlé du système de banque qui est le système de réserve fractionné, pour dire que quand une transaction, par exemple, quand vous déposez votre argent à la banque a le droit de prêter 10 fois plus que l'argent qui est déposé. Donc la banque commerciale, lui,
va présenter le montant à la banque centrale. La banque centrale lui permet de prêter 10 fois ce montant là-bas. Et c'est même cette histoire ici qui nous a conduit à la crise des subprimes. La crise des subprimes, c'est le fait que les gens aux États-Unis, cette crise ici, la crise de 2008, les gens sont allés à la banque, beaucoup de gens, parce que la banque, il avait invité les gens à venir se prêter de l'argent pour qu'ils puissent acheter de l'immobilier. Donc, sous quelques petites conditions très légères, par exemple, avoir un emploi, et si la personne n'arrivait pas à rembourser son prêt, la banque liquidait sa maison, il vendait sa maison et récupérait sa cash. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui étaient venues, tellement que c'était facile à obtenir les fonds. Les gens sont venus, se sont prêtés de l'argent, ils ont commencé à investir, à acheter des maisons. Tellement c'était une maison totale où le parent même faisait des prêts pour leurs enfants. Donc, une personne qui faisait des prêts sous plusieurs identités. Bref, c'était en tel désordre que la banque a prêté tout son argent et il n'y avait pas l'argent pour rembourser. Et là, les particuliers qui déposaient l'argent à la banque sont venus récupérer l'argent. Il n'y avait pas de l'argent, carrément. Et cela avait créé la crise de subprime, qui est la crise, c'était une crise immobilière. Vous savez, quand le marché immobilier s'écroule dans un pays, carrément, c'est tous les systèmes qui s'écroulent, puisqu'il représente un très grand parti. Vous voyez, puisqu'il y avait beaucoup de maisons à écouler et il n'y avait pas de gens pour les acheter. Parce que tout le monde ne pouvait pas, la plupart des gens, une grande majorité ne pouvait pas payer leurs prêts. Et là, voilà ce qui avait créé cette crise économique de 2008. Et en cette même année là-bas, c'était même ce qui a causé en fait, la création du Bitcoin. Parce que le Bitcoin a été publié officiellement, il a été créé officiellement en 2009. Donc le livre blanc a été publié en 2008. Okay? Mais il y a un groupe qui s'appelle le Cypherpunks, qui est un groupe des activistes avec objectif de protéger la vie privée et la liberté de communiquer. Donc c'était comme un groupe des activistes à côté qui se disaient non, non, qui étaient contre la surveillance en masse du gouvernement, qui étaient contre la... Donc bref, ils étaient contre le système gouvernemental et tout ce qui se passe à côté. Ces gens-ci savaient la cryptographie, mais ils ne savaient pas en vrai comment... ils n'avaient pas de compétences sur la monnaie ainsi que sur la finance. Mais Satoshi Nakamoto, lui, qui avait créé le Bitcoin, il avait des compétences et en cryptographie et en informatique. On va très bien comprendre tout ça. Maintenant, il y a eu la création du Bitcoin par un certain Satoshi Nakamoto en 2008, comme je vous l'ai dit. En vrai, le livre blanc a été publié en 2008, mais les Bitcoins, les premiers Bitcoins ont été minés, c'était en 2009. Right? Donc, on est fait pour rappeler pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, c'est quoi une crypto-monnaie? Une crypto-monnaie, vraiment, c'est une monnaie numérique. Donc, il vient de deux mots, la cryptographie. La cryptographie qui est l'art de chiffrer les informations pour les rendre intelligibles. Donc en vrai, si j'envoie par exemple une information à quelqu'un, si cette personne là-bas n'a pas la clé pour déchiffrer cette information, il ne verra pas l'information qui est cachée dans les messages que je lui ai envoyés. Ça, à peu près la cryptographie, et donc c'est un système mathématique qui utilise les crypto-monnaies pour les transactions incorruptibles et intelligibles. Voilà pourquoi que personne ne peut arrêter ou contrer une transaction en crypto-monnaie. Okay? Et là maintenant, ce qu'on appelle la monnaie, je vais déjà parler de cypherpunks. Maintenant, la monnaie, là on voit maintenant l'argent. Donc en vrai, la crypto-monnaie, c'est une monnaie en tout qui est numérique qui permet d'être envoyée de personne à personne sans intermédiaire. On va développer tout ça plus tard, vous allez très bien comprendre, donc c'est pas grave. Donc, en bref, une monnaie numérique, la crypto-monnaie c'est une monnaie numérique qui permet d'effectuer des transactions de personne à personne sans un organisme central ou un tiers de confiance et qui utilise la technologie blockchain pour effectuer des transactions incorruptibles et immuables. Okay? Et que c'est une crypto-monnaie. Maintenant, là, on va voir directement les caractéristiques d'une crypto-monnaie.
Donc en bref, quand je le dis par exemple pour une crypto-monnaie, les transactions se passent directement de personne à personne. Par exemple, tu vois, pour les transactions normales que nous faisons, quand j'envoie de l'argent, par exemple, avec mon compte mobile, par exemple, prenons Airtel Money. Quand j'envoie de l'argent à un ami, par exemple, la transaction normalement ne va pas directement chez la personne là-bas, mais il passe premièrement par Airtel Money. Lui, il peut valider ou refuser l'opération. Tu vois? Et il peut contrôler tout ce que j'ai fait, il peut contrôler toutes mes opérations. Et là, il a le droit de bloquer mes fonds au besoin. Vous voyez? Alors que la crypto-monnaie, lui, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient supprimer ses besoins de tiers de confiance. Donc cet intermédiaire là-bas, lui, il est directement supprimé. Quand je fais mes transactions, ça se passe directement sans validation d'un tiers de confiance. Ok? Ça, c'est la différence entre la transaction en crypto-monnaie et une transaction normale, si on peut dire ça. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une crypto-monnaie? Les caractéristiques d'une crypto-monnaie, premièrement, une crypto-monnaie doit être décentralisée. Comme je vous l'ai dit, il doit y avoir une personne qui est au milieu. Quand je t'envoie de l'argent, ça doit arriver directement chez toi sans passer par un intermédiaire qui peut valider ou refuser l'opération. Oui. Donc, les transactions, une fois enregistrées sur la blockchain, vous allez comprendre très bientôt ce que c'est la blockchain. En fait, c'est la technologie qui utilise les crypto-monnaies deviennent immuables. Ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas être modifiées ni supprimées. Donc, personne ne peut supprimer une transaction qui a été faite en crypto-monnaie puisqu'elle est déjà sur la blockchain. La seule façon de supprimer une transaction en crypto-monnaie, c'est de supprimer Internet. Or, ça ne peut pas se faire. Okay? Mais également, d'autres caractéristiques d'une crypto-monnaie, il doit y avoir de la transparence. La transparence découle de la nature ouverte de la blockchain, où toutes les transactions sont visibles par quiconque qui souhaite les consulter. Par exemple, il y a une possibilité, par exemple, que juste en ayant ton adresse crypto, par exemple ton adresse Bitcoin ou autre crypto, si je vais directement à un explorer, comme par exemple blockchain, je peux directement voir toutes les cryptos qui sont dans ton portefeuille, qui sont liées à ces réseaux là-bas. Donc, c'est une transparence qui est vraiment intéressant. Et avec cette transparence là-bas, personne ne peut voler personne. Puisque déjà c'est transparent. Tu ne peux pas me dire qu'il y a de l'argent dans ton portefeuille. Si tu n'en as pas, je saurai. Puisqu'il suffit seulement d'avoir ton adresse, je vérifie, ok, ce mec ici n'a pas d'argent dans son portefeuille. Donc cette transparence ici, il permet à tout le monde de pouvoir vérifier toutes les transactions qui se passent sur la blockchain. Donc c'est à peu près une caractéristique de la crypto-monnaie. Maintenant, il y a aussi une résistance à la censure. Comme je vous l'ai dit, personne ne peut censurer la crypto-monnaie, personne ne peut la fermer, personne ne peut suspendre la crypto-monnaie. Comme par exemple aujourd'hui, le gouvernement peut décider de fermer Airtel Money ou peut décider de fermer une banque. Mais avec la crypto-monnaie, personne ne peut l'arrêter, personne ne peut la fermer. Puisque, en vrai, le Bitcoin, c'est un logiciel comme ça. Vous voyez, par exemple, pour des chansons, il y a certaines chansons qui avaient été interdites d'être jouées sur les réseaux sociaux. Mais les gens, puisque la chanson était déjà lancée, bien qu'une semaine ou 2 semaines après, on peut l'interdire, mais les gens auraient déjà téléchargé cette chanson là-bas. Et ils l'écouteront malgré tout. Donc c'est très difficile de pouvoir arrêter un logiciel ou un produit en ligne qui est déjà lancé. Vous voyez? Voilà pourquoi même dans certains pays où on refuse les crypto-monnaies, ça continue toujours d'opérer. Parce que c'est difficile de pouvoir les censurer. Ok? C'est pas difficile de pouvoir fermer en vrai la crypto-monnaie. Contrairement à ton argent qui est à la banque, mais en vrai, c'est que ça va le but de la création de crypto-monnaie de Bitcoin, c'est que chacun puisse avoir une possibilité, un contrôle total sur ses propres fonds. Vous voyez? Parce que la banque, lui, quand il veut, il peut, par exemple, pour une raison ou une autre, il peut, par exemple, bloquer ton argent, il peut fermer tes fonds, il peut gêner tes fonds, ça peut arriver. Mais avec la crypto-monnaie, vu qu'il n'y a pas d'organisme central, personne ne peut bloquer tes fonds. Right? Maintenant, quels sont les avantages liés à la crypto-monnaie? Premièrement, avec la crypto, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ce qui rend les transactions, premièrement, moins chères et aussi avec plus de sécurité. Vous voyez? Aussi, les coûts de transfert sont vraiment très réduits. Puisque en crypto-monnaie, en vrai, les frais sont très bas, les frais de transfert.
Donc, je peux par exemple envoyer à quelqu'un 100 dollars, on va me couper, si j'utilise le réseau BNB, on va me couper seulement 0,25 dollars. Et si j'envoie aussi 1000 dollars, on va uniquement me couper 0,20. Donc, les coûts sont stables. J'envoie 1000 dollars, on me coupe le même montant. J'envoie 10 000 dollars, on me coupe le même montant. J'envoie 100 000, on me coupe le même montant. Donc, bref, le frais reste statique et très réduit comparativement au coût bancaire, comparativement aux frais, pardon, comparativement à d'autres transactions de l'argent. Okay? Mais également, l'autre avantage avec la crypto-monnaie, c'est qu'il y a les barrières d'entrée sont presque inexistantes. Comme je vous l'ai dit, tout le monde peut avoir un portefeuille crypto. Il suffit seulement qu'il ait accès à l'Internet et ça va pas de souci. Donc, je peux créer un compte crypto pour mon petit frère, ma petite soeur, ma femme, mon enfant. Donc, bref, peu importe l'âge, peu importe le type de la personne, il peut utiliser la crypto-monnaie puisque les barrières d'entrée sont presque inexistantes. Contrairement à un compte, à un compte bancaire, par exemple, il faut des documents, il faut être habile, il faut tout ça. Donc, bref, pour certaines personnes qui n'ont pas, par exemple, l'âge encore de pour avoir, par exemple, une pièce d'identité qui va lui permettre de pouvoir ouvrir un compte bancaire, la crypto-monnaie, c'est en tout cas une très bonne alternative pour cette personne là-bas. Okay? Mais là, entre parenthèses, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler avec les banques ou qu'il faut vraiment éviter les banques. Non, non. Personnellement, j'ai des comptes à banque, sauf que moi, je préfère seulement faire cette formation à titre extrêmement informatif et qu'il faut montrer les avantages qui sont liés aux crypto-monnaies par rapport à déposer son argent dans un compte bancaire. Parce qu'on sait, on sait tous très bien comment cela fonctionne. On sait tous que, premièrement, quand vous déposez l'argent, par exemple, dans votre compte à banque, il perd sa valeur. Parce que, par exemple, en RDC, si je ne me trompe pas, il y a une inflation de 12% tous les ans. Ça veut dire que votre argent perd 12% de sa valeur tous les ans. Ok? Et donc, dans 10 ans, il aura déjà perdu 100% de son pouvoir d'achat. Ouais. Donc, bref, avec l'inflation, plus on va imprimer des billets, plus il y aura l'inflation. Mais avec la crypto-monnaie, le frais, donc, on ne peut pas imprimer plus de pièces. Pour le Bitcoin, il y a seulement 21 millions de pièces, il n'y en aura pas plus, il n'y en aura pas moins. Voilà pourquoi c'est très difficile de faire de l'inflation et voilà pourquoi sa valeur augmentera toujours au fil des ans. Maintenant, un autre avantage pour les transactions crypto-monnaies, c'est qu'il y a les transactions sont quasi rapides. Les transactions sont rapides, contrairement à d'autres types de transactions. Quand je vois la crypto-monnaie, même si la personne est aux États-Unis, à Dubaï ou peut-être en France, la personne recevra directement en quelques secondes seulement l'argent que je lui envoie. Parce que c'est instantané et donc comme on le fait par exemple pour le mobile money. Donc c'est vraiment transfert rapide comme si on envoyait un simple message. C'est l'un des avantages de la crypto-monnaie également, puisque quand on fait par exemple une transaction, un virement bancaire dans un compte, si je me trompe, ça prend entre 15 et 30 jours pour des banques qui sont vraiment trop longs. Vous voyez? Donc vraiment, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous on préfère beaucoup plus la crypto-monnaie, c'est l'une des avantages pour lesquels beaucoup de personnes continuent toujours de pouvoir aimer la crypto-monnaie. Mais là, il faut savoir qu'il n'y a pas seulement les avantages liés à la crypto-monnaie, il y a également certains désavantages, mais on les verra sûrement très bientôt. Vraiment, il y a eu, comme pour conclure, c'est là où on s'est arrêté hier. En 2008, il y a eu une publication du livre blanc, comme je vous l'ai expliqué hier. Le livre blanc, toute crypto-monnaie qui est créée doit avoir son propre livre blanc. Dans le livre blanc, là, c'est là où on explique le projet en question. C'était comme si c'était un business plan. Vous voyez, là, si je parle des entreprises, il y a tout expliqué dedans. La vision de l'entreprise, le fondateur de la crypto-monnaie, la mission, les objectifs et tout ça, les perspectives d'avenir, tout est dans ce livre blanc là-bas. Donc maintenant, le livre blanc du Bitcoin avait été publié par Satoshi Nakamoto. Comme on l'a dit hier, Satoshi Nakamoto, en vrai, on sait même, c'est juste un pseudonyme. Cette personne là-bas est anonyme, puisque on ne sait pas si c'est une personne, si c'est un groupe de personnes. Donc vraiment, c'est très anonyme. Il n'a pas voulu que son identité, son vrai
identité puisse être repérée par le gouvernement ou par... Parce que si on savait qu'il y a une personne derrière le Bitcoin qui avait fait ça, bon, je sais pas, ça aurait dû avoir un certain handicap sur son projet. Voilà pourquoi il a voulu rester très anonyme. Il a voulu... Et jusqu'à maintenant, on ne sait même pas qui avait créé cette monnaie ici, que le Bitcoin. Parce que le Bitcoin n'a pas besoin de son fondateur pour tourner. Il est géré directement par des milliers d'ordinateurs connectés par des mineurs. Bon, ça on verra après, c'est déchirant maintenant. Mais tout ça, on va pouvoir développer. Mais là, en 2009, on a eu le lancement du Bitcoin. Donc, un an après, on a maintenant lancé le Bitcoin comme je vous l'expliquais. Cette crise économique de 2008, vraiment ça a coïncidé. Donc Satoshi, apparemment, il travaille même sur le projet depuis très longtemps, mais il a attendu le bon moment pour maintenant lancer son projet. Alors que tout le monde était investi de banque, alors que les gens n'arrivaient pas à retirer leur argent à la banque, Satoshi, lui, il a lancé maintenant le livre blanc pour expliquer comment est-ce que le Bitcoin peut aider les gens, peut faire des transactions de personne à personne. Sans intermédiaire, tout le monde peut avoir accès à son argent facilement. Donc ça a vraiment coïncidé, il avait vraiment attendu le bon moment pour cela. Maintenant, en 2011-2013, il y a eu l'expansion des altcoins. En 2013-2016, il y a eu l'ère des ICO. Les ICO, c'est en fait des produits. C'est comme si c'était une récolte d'actions en crypto-monnaie. On en parlera très sérieusement la prochaine fois. Et maintenant, une bulle spéculative en 2017 et 2018. Donc, vraiment, la crypto, le Bitcoin a pris beaucoup de valeur. Et là, ça commence à rendre les gens très riches. Et là, tout ce que les gens retenaient de la crypto, c'est que la crypto rend les gens riches. Vraiment, dans cette année-là, 2017-2018, vraiment, c'était vraiment la catastrophe. Les gens sont devenus très riches. Et c'était un peu comme ça l'affaire. Maintenant, il y a eu l'émergence de la DeFi en 2019 et 2021 avec les NFT. La plupart des gens, je pense qu'ils ont déjà entendu parler de ça. En vrai, la DeFi, c'est le fait de prendre tous les concepts de la finance traditionnelle pour le mettre sur la crypto-monnaie. Donc les prêts, les emprunts, les assurances et tout ce qui va avec, on le met sur la crypto-monnaie. On vous montrera également comment faire pour cela. Il y a également des NFT, donc c'est comme si c'était des petites propriétés mises en crypto-monnaie en soi. Bref, tout ça, on parlera. En 2021, jusqu'à présent, il y a eu maintenant l'institutionnalisation et adoption généralisée des crypto-monnaies. Il y a eu beaucoup de grosses entreprises comme BlackRock, il y a eu beaucoup d'autres grosses boîtes qui valent des milliards de dollars, ont commencé à adopter la crypto-monnaie dans leur système de fonctionnement. Right? Maintenant, on a un peu fini par là pour hier. Je ne sais pas. S'il y a des questions, vous les notez quelque part. Après ce live, vous aurez à poser vos questions. Mais d'abord, avant de continuer, est-ce que le son est bon? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Voilà. Je pense que le son est bon et que tout va bien. Maintenant, on va maintenant parler de la terminologie. La terminologie sur le Bitcoin, la terminologie sur la crypto. Parce que certains termes seront utilisés pour donner de la formation. Vous devez vous y habituer, vous devez comprendre cela. Voilà. Pourquoi si vous avez par exemple un notebook, prenez des notes. Ces termes aussi sont vraiment très importantes. Je vous enverrai également un document où il y a tout ça. Donc, ne vous en faites pas pour ça. Le Bitcoin, premièrement, c'est notre premier thème, puisque le Bitcoin c'est le premier crypto-monnaie à être créé. Toutes les autres cryptos qui ont été créés après ont été créés grâce au code source de Bitcoin. Pour exemple, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un code source, en vrai, quand on crée une application ou un logiciel, on tape du code. Et avec ce code là-bas, si quelqu'un d'autre a ce code, il peut facilement dupliquer ou reproduire les mêmes logiciels que tu as codé, par exemple. Voilà pourquoi est-ce que le Bitcoin, quand il avait été publié, son code source aussi avait été publié publiquement. Voilà pourquoi est-ce que l'Ethereum, donc toutes les autres crypto-monnaies ont été créées grâce à l'aide du code source de Bitcoin, bien qu'il y a eu certaines améliorations après par Vitalik Buterin avec l'Ethereum, etc. Mais tout ça, on en parlera. Donc le Bitcoin, c'est la première et la plus connue des crypto-monnaies créée par une personne ou un groupe de personnes sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto en 2009.
Bitcoin est souvent considéré comme l'or numérique ou une réserve de valeur. Donc en vrai, lui, c'est à peu près l'or du numérique. Pourquoi? Parce qu'il a presque le même système que l'or, puisqu'il y a des minages, on ne peut pas en créer plus. Donc c'est pas comme le dollar, parce que l'or, seul Dieu peut le créer, et le Bitcoin, personne ne peut acheter plus de pièces que les pièces qui ont été créées. Il n'y a que 21 millions de pièces. Donc ça va créer une certaine originalité, parce que contrairement au dollar, le dollar lui peut être imprimé quand on le veut, quand on le souhaite. Voilà même pourquoi que ça continue à perdre de sa valeur, parce que quand il y a un certain différence économique, une certaine crise dans les pays, on imprime plus de billets. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on imprime plus de billets, il y aura beaucoup de pièces en circulation, beaucoup de billets en circulation, et ça va diminuer carrément la valeur de cet argent là-bas. Contrairement à l'or, voilà même pourquoi beaucoup de gens préfèrent investir dans l'or et dans le bitcoin plutôt que d'investir sur le dollar. Vous voyez un peu. Donc, à peu près, c'est ça à peu près ce qu'il faut savoir par rapport au bitcoin. Okay? Donc, c'est l'or numérique, puisque pour sur le même principe que l'or, il y a des minages, il y a les pièces qui sont limitées en quelque sorte. Ok? Maintenant, il y a la blockchain. La blockchain, c'est une technologie de registre distribué qui enregistre les transactions de manière sécurisée et immuable. Chaque bloc de données est lié cryptographiquement à son prédécesseur, formant une chaîne. Donc en bref, la blockchain, en vrai, c'est un registre public. Okay? Maintenant, toutes les transactions qui se passent en crypto-monnaie sont directement enregistrées sur la blockchain en format de bloc. Donc, comme blockchain, chaîne de blocs. En vrai, dès qu'il y a une transaction, ça va directement sur le blockchain. Directement sur le blockchain. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la blockchain peut exister sans la crypto-monnaie, mais la crypto-monnaie ne peut pas exister sans la blockchain. Puisque la blockchain, oui, il y a beaucoup plus d'autres domaines, d'autres secteurs, d'autres cas d'utilisation dans lesquels peut intervenir la blockchain. Comme par exemple, donc, en vrai, la blockchain, c'est à peu près comme un truc qui montre une certaine originalité, immuabilité. Donc, bref, il n'y a rien de caché, tout est public. Donc, tout le monde peut voir ce qui se passe. Il n'y aura pas d'arnaque. Et c'est vrai que la blockchain a été créée aussi par le même système, a été créée au même moment que le Bitcoin par Satoshi Nakamoto. Mais bien que cette même technologie a été utilisée dans d'autres domaines, d'autres que la crypto. Prenons un exemple. Par exemple, pour le vote, la blockchain peut également intervenir pour le vote dans un pays. Pour qu'il puisse participer, par exemple, le vol de voix, on peut tout mettre sur la blockchain. Je pense il y a un pays qui avait essayé de faire ça. Je vais vous envoyer le lien de l'article dans le groupe après. Mais il faut savoir que tout ce qui s'est passé, le vote, tout le monde pouvait le voir au même moment. Tellement qu'il n'y avait pas une possibilité de pouvoir traquer les votes ou voler le voix. Puisque déjà tout le monde voyait ce qui s'est passé directement. Une fois que celui-ci a autant de voix, celui-ci a autant de voix, donc directement sur la blockchain de façon électronique. Vous voyez? Donc ça, c'est un domaine qui est en dehors de la crypto-monnaie, mais qui utilise également cette même technologie de blockchain. Et c'est la technologie qui utilise les crypto-monnaies pour faire des transactions en fait, immuables, que tout le monde peut voir, tout le monde peut voir ce qui se passe, mais tout le monde ne peut pas voir, par exemple, qui détient combien, vous voyez. Bref, quand on va développer ce point, vous allez de comprendre la blockchain. Maintenant, il y a les altcoins. Les altcoins, c'est un terme général utilisé pour décrire toutes les crypto-monnaies outre que Bitcoin. Comme je vous l'ai dit, le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie qui avait été créée. Et toutes les autres cryptos qui ont été créées après le Bitcoin, hein, on appelle ça des altcoins. Donc, Ethereum.
Est-ce que le son est bon? Est-ce que tout est bien? Je sais pas. Puisque apparemment, il y a des gens qui n'arrivent pas à rejoindre, mais c'est pas grave. On essaie, laisse-moi voir. Pour monnaie. Alors, il y a un Ethereum. Ethereum, c'est une plateforme de blockchain qui permet l'exécution de contrats intelligents et le développement d'applications décentralisées, donc d'apps. Comme je vous l'ai dit, chaque crypto-monnaie, c'est comme un projet, c'est comme une entreprise. Comme Facebook, pour lui, son rôle, c'est de pouvoir connecter les gens et discuter entre eux. Comme par exemple, Alibaba, son rôle, c'est de connecter les acheteurs et les vendeurs grâce à sa plateforme. Donc, bref, toute entreprise a sa raison d'être. Et chaque crypto-monnaie a aussi sa raison d'être qui est complètement différente de l'autre. Donc, toutes les crypto-monnaies qui existent, comme je vous l'ai dit, il y en a plus de 2000 crypto-monnaies. Chaque crypto a son. Chaque crypto a sa raison d'existence. Voilà pourquoi, avant d'investir dans un projet, je vous montrerai également comment le faire. Vous devez analyser ces projets là-bas. Quel est ce fondateur? Il est dans quel secteur? Comment est-ce qu'il travaille? Qu'est-ce que c'est? Bon, bref, essayez de récolter autant d'informations possibles. Tout ça, on verra. C'est tout un chapitre qu'on verra pour vous montrer pas à pas comment j'ai fait, comment j'analyse et comment j'ai construit mon portefeuille crypto-monnaie. Donc, bref, avec Ethereum, aussi, son rôle, c'est de pouvoir créer des applications décentralisées. Voilà pourquoi beaucoup de certains projets sont liés, certains projets sont liés à Ethereum. C'est lui après qui permet, donc il a été créé pour le déploiement de contrats intelligents. Voilà que beaucoup d'applications utilisent Ethereum, comme par exemple certains pour se faire des paiements. Souvent les réseaux utilisés, c'est l'Ethereum. Si vous l'avez déjà remarqué, si vous avez des trucs qu'on veut payer, souvent il y a Ethereum. Donc les réseaux Ethereum ou BNB, c'est vraiment très rare. Mais en tout cas, c'est la raison pour laquelle même BNB aussi utilise une certaine partie de l'Ethereum. Voilà pourquoi est-ce que dès qu'il a appris qu'il met les adresses, c'est récent parfois. Pour ça, on va développer. Il y a le contrat intelligent qui est un protocole informatique auto-exécutable qui facilite, vérifie et met en œuvre numériquement les termes d'un contrat. On est vraiment beaucoup plus développé ce cas-là. Il y a un token qui est une unité de valeur émise par une organisation sur une blockchain souvent utilisée pour représenter des actifs ou des droits. Par exemple, quand on dit par exemple que j'ai des tokens, donc c'est à peu près des pièces ou des droits d'une crypto-monnaie. Par exemple, je peux par exemple avoir une crypto comme par exemple, prenons l'exemple Shiba Inu. C'est une crypto-monnaie. Si j'ai 10 000 pièces, je dirais que j'ai 2000 tokens. Voilà. Donc, c'est à peu près une unité de valeur. OK? Il y a le mining ou le minage, c'est le processus de validation des transactions et sécurisation d'un réseau, d'une blockchain, en résolvant des problèmes cryptographiques complexes. Bref, le minage, c'est quoi? Le minage ici, comme je vous l'ai dit, les crypto-monnaies, il n'y a pas d'intermédiaire. Quand on fait des transactions en crypto-monnaie, là, il y a certaines personnes qui m'ont dit, alors, si on va couper des frais pour envoyer en crypto-monnaie, ces frais là-bas, ils vont à qui précisément? En vrai, il y a ce qu'on appelle les mineurs qui sont. Donc, c'est le minage des crypto-monnaies. Comme je vous l'ai dit, le bitcoin, c'est comme l'or numérique. Certaines personnes, vu qu'il y a 21 millions de pièces, les gens doivent miner ces crypto-monnaies pour qu'ils puissent maintenant aller sur le marché. OK? Par exemple, s'il y a 21 millions de pièces au total qui ont été créées, ces 21 millions de pièces ne vont pas directement sur le marché. Ils sont minés. De la même manière comme l'or, disons par exemple, prenons un exemple banal, disons qu'il a créé 100 tonnes d'or sur Terre. Les gens doivent maintenant prendre les outils pour aller maintenant miner cet or là-bas. Et c'est la même chose avec la crypto-monnaie. C'est minage ici, c'est le fait de valider des transactions. Okay? Quand tu fais une transaction, le mineur, lui, il valide ça. La personne qui va valider, le mineur qui va valider cette transaction ici,
celui qui va bouffer en vrai tes frais de transaction. Donc, à peu près, ce sont des machines qui sont connectées entre eux. Je vais vous envoyer une image. D'ailleurs, même ici, tous ici à côté, au parc national de Virunga, il y a Emmanuel de Moritz, le patron de Virunga SRL, qui a des machines de minage de Bitcoin ici, proche ici de ma ville à Goma. Donc, ils ont des machines de crypto. Même à cette ces machines sont en train de tourner. Je vous enverrai une photo dans le groupe. Donc, en vrai, ce sont des machines. Quand vous avez que le Bitcoin, le crypto-monnaie, c'est informatique en soi. Il y a des ordinateurs puissants qui sont connectés entre eux pour résoudre des problèmes mathématiques complexes. Maintenant, celui qui a résolu le plus gros calcul rapidement, celui qui reçoit une récompense, et cette récompense, c'est maintenant tes frais de transaction. Ouais. Donc, tout le monde peut faire le minage de crypto-monnaies. Beaucoup de personnes peuvent faire, sauf que ces machines-là, ils coûtent très cher. Ils coûtent vraiment très, par exemple, un très bon machine pour miner le Bitcoin, ça coûte entre les 30 000 $. Mais l'argent que ça va te faire gagner par jour, c'est vraiment énorme. Donc, tu ajoutes la machine seulement, tu l'installes chez toi, il suffit d'avoir un très bon électricité, en tout cas, parce que ça prend vraiment de l'électricité. Puis, ça va commencer à miner les crypto-monnaies gratuitement comme ça. Tu dois payer les frais de l'électricité et tout ce qui va avec. Maintenant, tu reçois des récompenses comme ça. À chaque fois qu'il y a une transaction, tu mets des crypto-monnaies tout en validant des transactions des utilisateurs. Okay? Donc, c'est ça à peu près le minage. Tout le monde peut faire ça si vous avez les fonds nécessaires et que l'électricité dans votre pays n'est pas trop chère. Vous pouvez facilement commencer à miner des crypto-monnaies et il suffit d'acheter une machine de minage, donc avoir de très bons processeurs, par exemple, vous les interconnectez entre eux, et ça va commencer à valider les transactions. Et vous aurez des récompenses, donc comme ceux qui font du minage de l'or en physique. Ils minent de l'or pour, dès qu'ils vont trouver de l'or, ça sera comme les récompenses pour eux. Et c'est la même chose avec le minage des crypto-monnaies. En tout cas, j'essaie d'être de plus en plus explicite pour que vous puissiez comprendre ça, parce que c'est très important. C'est ça qui est même à la base de la crypto-monnaie. Mais vous allez comprendre ça quand on va développer beaucoup plus le Bitcoin et comment est-ce qu'il fonctionne précisément. Il y a un terme qu'on appelle wallet ou portefeuille. C'est un logiciel ou un dispositif matériel utilisé pour stocker, envoyer et recevoir des crypto-monnaies. Là, on a des portefeuilles comme Trust Wallet, on a des portefeuilles comme Binance a aussi son propre portefeuille. Ce portefeuille-là, c'est lui qui va maintenant te permettre de stocker des crypto-monnaies pour les envoyer, par exemple, ou recevoir aussi des crypto-monnaies. On va utiliser un dispositif. Ça peut être une application ou un dispositif matériel, comme par exemple un ledger, qui va te permettre de stocker tes crypto-monnaies. OK? Maintenant, il y a ce qu'on va appeler les fiat. Le fiat, c'est la monnaie émise par un gouvernement central et qui n'est pas soutenue par une marchandise physique comme l'or. Donc, à peu près, le franc CFA, le franc congolais, le dollar, l'euro, ça, ce sont des fiat. Ouais, donc, c'est la monnaie qui a été émise par le gouvernement. OK? C'est ça qu'on va appeler fiat. Dollar, euro, GBP, livre sterling. Donc, le livre sterling, par exemple, c'est la même chose. Le franc congolais, le franc rwandais, le franc CFA, tout ça, ce sont des fiat, la monnaie qui a été émise par le gouvernement. Maintenant, il y a la cryptographie. C'est la science des techniques mathématiques utilisées pour sécuriser les transactions et les communications électroniques. Comme je vous l'ai dit, cette cryptographie ici, c'est la science qui utilise la crypto-monnaie pour faire des transactions qui sont sécurisées, que personne ne peut les pirater en soi. Donc, il n'y a personne qui peut pirater. Donc, ce n'est pas comme, par exemple, où on peut créer un backdoor comme en hacking, ou quand on va quelqu'un des crypto-monnaies, ça va directement dans ton portefeuille. Non, ça ne peut pas exister, parce que personne ne peut hacker la blockchain. Personne ne peut pirater des transactions en crypto-monnaie, puisque pour le faire, il faudra pirater des milliers et des milliers d'ordinateurs au même moment.
Et ça va demander des années de calcul carrément. Et ça, donc vraiment, mathématiquement, c'est impossible de pirater ou de pouvoir hacker une transaction en crypto-monnaie, puisque les transactions, c'est léger directement dans beaucoup d'ordinateurs. Donc, comme je voulais dire là-bas, pour le minage, ce sont en vrai les indexes interconnectés entre eux. Donc, pour le pirater, il faut pirater tout le bloc. Puisque quand vous parlez de la blockchain, c'est une chaîne de blocs. Donc, c'est une chaîne de blocs où il y a beaucoup de transactions dedans. Et ces transactions sont interconnectées entre eux. Donc, pour pirater une transaction, il faudrait pirater tous les autres blocs qui ont été créés avant. Donc, c'est mathématiquement impossible en soi. Vous voyez. Et la crypto-monnaie utilise cette même technologie que la cryptographie pour chiffrer les transactions, pour les sécuriser, pour en vrai les sécuriser, si on peut dire ça. Ok? En tout cas, j'ai fait tout le mieux pour être le plus clair et explicite possible pour que tout le monde puisse comprendre, même celui qui n'a jamais entendu parler de la crypto-monnaie. Il y a-t-il des personnes à entendre, toujours? Laisse-moi voir. Alors, ici, on parlait de la cryptographie, mais là, il y a ce qu'on appelle le private key ou la clé privée. La clé privée, c'est une chaîne de caractères secrètes utilisée pour signer numériquement des transactions et accéder aux fonds d'un portefeuille de crypto-monnaies. Comme je vous l'ai dit, cette chaîne de caractères, cette clé privée, quand vous allez créer votre portefeuille crypto-monnaie, on va vous donner une chaîne de caractères. Ça va peut-être prendre donc c'est comme des chiffres comme ça, des chiffres, des lettres un peu complexes qu'on peut même mémoriser. Maintenant, cette chaîne de caractères là-bas, ça sera votre clé secrète, votre clé privée. La personne qui aura accès à votre clé privée, il aura accès à vos fonds. Souvent, ce sont les 12 mois ou les 24 mois de récupération de votre portefeuille. Parce que quand vous allez créer votre portefeuille, on va, par exemple, prenons avec Trust Wallet, on va vous donner vos 12 mois de récupération. Okay, on appelle ça la seed phrase. Avec vos 12 mois de récupération là-bas, ce sera comme votre clé privée pour accéder à vos fonds. OK? De toute façon que si une personne accède à ces 12 mois là-bas, il aura accès à vos fonds. Donc, vous devez garder judicieusement ces 12 mois votre clé privée. En tout cas, très judicieux. Mais on conseille même de regarder hors ligne. Donc, écrivez dans votre agenda pour de le garder. Parce qu'une personne qui a accès à ces 12 mois a accès à votre portefeuille de crypto-monnaie. Il faudrait faire des opérations comme envoi ou transfert. Et là, on ne saurait pas parce que les transactions en crypto-monnaie sont anonymes. OK? Les transactions en crypto sont vraiment anonymes. Personne ne saura qui envoie quoi à qui. Ouais. Et quand même aussi qui aura de la force de ces transactions là-bas. Right? Aucun contrôle, aucune identité qui est liée vraiment au pool. Donc, ça, à peu près une clé privée. Ça, gardez très jalousement. Je vous montrer comment le faire quand on va parler de la sécurité dans la crypto-monnaie. Il y a maintenant la clé publique. La clé publique, c'est une chaîne de caractères associée à une clé privée utilisée pour recevoir des fonds dans un portefeuille de crypto-monnaie. En bref, une clé publique, c'est votre adresse crypto-monnaie. Par exemple, si je veux qu'on m'envoie l'argent par Airtel Money, je donne mon numéro Airtel Money. Et mon numéro Airtel Money est unique. Il n'y a personne dans ce bas monde, en tout cas en RDC, qui a le même numéro que les miens. Vous voyez? Et la crypto-monnaie, c'est la même chose. Cette adresse qui est publique, c'est votre adresse de la crypto-monnaie. C'est votre adresse que vous allez utiliser pour recevoir les fonds. Vous allez l'envoyer à la personne qui va vous envoyer les fonds, les crypto-monnaies. Puis la personne va envoyer les cryptos en utilisant l'adresse publique ou la clé publique que vous lui avez envoyée. Vous voyez? Mais votre clé privée, par contre, doit rester privée. Vous ne devez jamais l'envoyer à personne sous aucun prétexte. Mais la clé publique, c'est normal, ça doit être public puisque c'est ce qu'on va utiliser pour recevoir des crypto-monnaies. Maintenant, il y a l'adresse de portefeuille. C'est un peu la même chose que
qui est la clé publique, c'est une seule caractère unique qui représente l'emplacement où une crypto-monnaie peut être envoyée. C'est la même chose. J'avais mis ça deux fois. Maintenant, il y a une autre technologie qu'on va appeler exchange. C'est une plateforme en ligne où les utilisateurs peuvent acheter, vendre et changer de crypto-monnaie. Comme Binance ou autre plateforme qu'on utilise pour échanger de crypto-monnaies. Oui. C'est vrai que vous avez du fiat, vous avez de l'argent fiat. Les fiat, je dis que c'est le dollar, le franc CFA, le franc congolais et tout ce qui va avec. Maintenant, vous avez besoin d'acheter des crypto-monnaies. Là, vous allez sur une plateforme d'échange qu'on va appeler exchange. Vous donnez des dollars pour récupérer des crypto-monnaies comme le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin, le BNB et toutes les autres crypto-monnaies voulues. Maintenant, il y a le ICO, Initial Coin Offering. C'est une méthode de lever des fonds où une entreprise émet des tokens en échange des crypto-monnaies plus établies comme le Bitcoin et l'Ethereum. Par exemple, aujourd'hui, je peux par exemple vouloir, disons, récolter des fonds pour ma nouvelle entreprise que je viens par exemple de créer. Et là, je fais quoi? Au lieu d'aller à la banque, dire à la banque, oh, j'ai besoin de fonds pour ce projet, là, je vais directement sur sur la blockchain, dans le domaine de la crypto-monnaie. Je crée ma propre crypto-monnaie pour distribuer certaines pièces gratuitement. Par exemple, j'ai créé une crypto qui s'appelle Joel Coin. Et donc, je passe là-bas gratuitement à certaines personnes qui, en échange, me donnent une crypto plus stable. Comme par exemple le Bitcoin, l'Ethereum, des crypto-monnaies qui ont déjà une grande valeur contre ma petite crypto-monnaie qui n'a pas beaucoup de valeur. Ouais. Donc, c'est une affaire de lever des fonds. Comme ça, avec ce fait là-bas, le projet continue bien. Et cela, tellement, va augmenter le prix des pièces. Donc, c'est la méthode que beaucoup font. Donc, comme je vous l'ai dit, en 2011, si je ne me trompe pas, c'est vrai qu'il y en a l'ère des ICO. Même c'était une entreprise qui avait du mal à lever des fonds aux banques, sont venus créer le petit modèle. C'est un grand désordre comme ça au début, quand les crypto-monnaies commençaient à apparaître. Tout le monde voulait sa part du gâteau, mais certaines boîtes qui avaient du mal à lever des fonds à la banque sont venues créer les petites crypto-monnaies avec des ICO, tout ça, tout ça. Mais bref, vous comprenez ce que c'est un ICO, on ne va pas entrer en profondeur de ça. Mais à peu près, c'est comme ça que ça se passe. Quand on crée une nouvelle crypto-monnaie, on lance généralement un ICO. C'est comme une distribution de pièces, comme ça, à quelques personnes, donc pour des airdrops, etc. Voilà. Il y en a le FOMO, Fear of Missing Out, c'est la peur de manquer une opportunité de profit souvent observée dans le marché des crypto-monnaies. Que ce soit en crypto, en trading, ce FOMO aussi est à éviter. C'est comme par exemple, ces derniers temps, les cryptos sont en train de monter, les cryptos sont en train de prendre de la valeur. Maintenant là-bas, tout le monde veut entrer. Tout le monde ne veut pas rater l'opportunité. Et il y a même certaines personnes qui vont acheter le Bitcoin au mauvais moment. Parce que moi, personnellement, je n'achète pas quand ça monte, j'achète quand ça descend. Carrément. Quand ça retrace, là, j'achète. Mais quand c'est en train de monter, je ne peux pas avoir là ces formules de me dire, oh non, je vais rater, je vais rater. Non. Le marché, lui, sera toujours là. Il y aura toujours un retracement après une pression. Là, pas du trading, mais voilà. Ça, c'est la même chose avec la crypto. Voilà, mais pourquoi celui qui a des compétences en trading réussit facilement la crypto. Et voilà pourquoi est-ce que ce n'est pas compliqué, c'est facile. Et si vous connaissez les très bonnes bases, il faut éviter surtout le FOMO. Éviter d'être pressé, je vais rater l'opportunité. Non. Sois patient, analyse bien. Mais la rentre est devant en état calme. Donc ce FOMO ici, c'est à éviter. Il y a maintenant les floods, fear, uncertainty and doubt. Donc la propagation de peur, incertitude et doute par le but de manipuler le marché. Donc c'est à peu près la même. Donc c'est toujours avec la psychologie. Là, c'est vrai pour ça on perd de la parce qu'il y a des cryptos qui font x10, x100. Donc tu investis par exemple 10 balles, tu te retrouves avec 50, 100 balles. Ouais, ça arrive. Maintenant, il y a certaines personnes qui, quand le crypto a déjà fait son x10, x5, c'est maintenant que toi tu veux rentrer c'est maintenant que toi tu veux rentrer en position. Ça c'est mauvais. Donc évitez les faux mots. Et aussi, il y a vraiment la peur.
Tu peux par exemple voir, ok, tu as investi sur une crypto, mais 2 mois, tu vois que le crypto ne fait pas grand-chose, tu le vends directement. Donc la patience compte beaucoup. Tout ça, on va développer, on développera. Voilà, les ICO, j'en ai déjà parlé. Il y en a les staking. Les staking, c'est le processus de participation à la validation des transactions et de la sécurisation d'un réseau blockchain en détenant et en bloquant une certaine quantité de crypto-monnaies. Avec le staking, c'est l'effet des... J'ai une crypto-monnaie, je vais sur une plateforme décentralisée, je bloque mes crypto-monnaies là-dedans. C'est donc si je bloque mes crypto-monnaies dans une blockchain pour sécuriser les réseaux. Et pour ça, elle me paye des récompenses chaque mois ou chaque jour, selon la blockchain bien sûr, pour avoir gardé les crypto-monnaies. Puisque, comme vous le savez, prenons un exemple simple. Si par exemple aujourd'hui j'investis dans une entreprise 10 000 dollars et que 2 mois après, j'ai réussi mes fonds que j'ai investis dans cette entreprise là-bas, carrément l'entreprise aura de gros problèmes puisqu'ils n'ont plus assez de fonds. Mais au seul moment que je garde mes fonds là-bas, c'est comme si l'entreprise était dans le bon. Et la crypto aussi, c'est la même chose. Quand je garde mes crypto, quand je verrouille mes crypto-monnaies, je le garde dans une wallet quelconque sur la blockchain, la valeur numérique de là-bas monte. Puisqu'il y a que des gens qui achètent et qui ne vendent pas. Vous voyez? Et si je fais ça, on va me payer des récompenses pour avoir fait cela. Puisque j'ai gardé, ils ont 10 bitcoins, par exemple. Pour le moment, on va me payer 0,1 bitcoin, par exemple. Comme récompense d'avoir gardé mes bitcoins pendant un mois ou pendant 3 mois ou pendant 6 mois, ça dépend. Ce processus-là, on appelle cela le staking. Donc, je donne les crypto-monnaies, on me verse des intérêts pour avoir fait cela. Ça va développer parce qu'il y a le staking on-chain, staking off-chain, mais tout ça, on va voir. Il y a déjà les hard wallets, c'est un dispositif de stockage matériel sécurisé utilisé pour stocker des crypto-monnaies hors ligne. Là, on a maintenant les ledgers, etc. Parce que les crypto-monnaies, on peut également les stocker grâce à certains matériels physiques, comme des ledgers, c'est un dispositif comme ça, où tu peux donner tes crypto-monnaies là-dedans directement, ils vont commencer à valider les transactions avec l'empreinte digitale ou tout ce qui va avec. Maintenant, il y a la décentralisation, c'est le principe selon lequel le contrôle et la gestion des réseaux ou d'une plateforme sont répartis entre les multiples participants plutôt que de centraliser sous une seule autorité. Donc, en vrai, par exemple, comme on a dit, c'est la blockchain, la crypto-monnaie, les gens qui gèrent les transactions, c'est toutes les personnes qui sont sur cette blockchain. Au lieu d'être géré par une seule personne, c'est géré automatiquement par plusieurs personnes à la fois. Chacun a son propre wallet et chacun valide automatiquement grâce à des machines, etc. Donc c'est ça la décentralisation. Ok? Donc en tout cas, merci pour aujourd'hui. Je crois que c'est assez. On va un peu s'arrêter par là. Ça a fait déjà 1 heure. Ceux qui sont venus un peu après, je suis vraiment désolé pour eux. Demain, maintenant, on va voir les principaux types de crypto-monnaies.